Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, flexibilité, agilité, durabilité, nouveau cap de PwC France et Maghreb. Sa DRH Valérie Vézinet est notre invitée. On lui posera plusieurs questions dans quelques instants. Smart Philo avec Laurent Paillet, chevalier, philosophe. Avec ce changement d'année, évidemment, mais on souhaite changer. Mais changer pourquoi? On fera le point avec lui dans quelques instants. Puis dans le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On parle recrutement en ce début d'année. Quels sont les secteurs qui recrutent? L'emploi va-t-il être impacté par cette vague Omicron? On va en parler avec des experts dans quelques instants. Puis on terminera l'émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec un secteur qui recrute, oui, le secteur du notariat, des métiers pénuriques. On fera le point dans quelques instants avec un expert. Tout de suite, c'est bien dans Smart Job. Bien dans son job, on va parler de PwC France et Maghreb, c'est une marque que vous connaissez évidemment, avec un nouveau cap, une nouvelle stratégie, et on va en parler avec Valérie Vézinet. Bonjour Valérie, vous êtes DRH de PwC France et Maghreb, vous y tenez beaucoup. On va revenir sur nouvelle équation talent, sur un programme de formation très ambitieux pour les collaborateurs, avec l'idée aussi de centrer les valeurs de l'entreprise, et j'allais dire de les transmettre, ou de créer un effet miroir avec les collaborateurs. Mais commençons quand même par ce chiffre, parce qu'on est une émission qui traite du recrutement. Le chiffre est impressionnant, c'est 8000 en France, collaborateurs recrutés en France et au Maghreb, et un chiffre global sur l'ensemble de l'entreprise de 100 000 emplois. Ça cartonne, PwC? Ça marche pas mal, merci, ça marche pas mal. Effectivement, on a l'objectif de recruter 8000 collaborateurs sur les 4 prochaines années, donc ça fait en moyenne 2000 par an. On a déjà bien entamé le chiffre, puisque on a à date, là, depuis qu'on a lancé ces objectifs-là, c'est-à-dire début juillet, on a déjà recruté plus de 1600 personnes. Donc il reste 400 postes à pourvoir. Donc il reste là, sur la fin de notre année fiscale, plus de 400 postes, parce qu'on sera même au-delà. Et donc sur l'année calendaire qui démarre, là, on va être sur voilà, ce chiffre de 2000 par an. Et donc, ça marche bien. On recrute des compétences très, très variées. Et donc, tous ces sujets d'attractivité et de rétention des collaborateurs, c'est évidemment au cœur de nos activités. On va en parler. PwC, c'est du conseil, c'est de l'audit, c'est de l'expertise, faut-il le rappeler. Vous avez posé le plan de notre échange. Il y a à la fois la marque employeur, c'est de dire PwC, venez chez nous, parce que vous allez voir, c'est une belle entreprise. Et puis, il y a l'idée de conserver ses talents au sein de l'entreprise. Et on sait que la guerre est féroce entre les cabinets d'audit. Alors, vous avez lancé une nouvelle équation talent. C'est quoi la philosophie? C'est quoi l'esprit de ce cap 2022? C'est de quoi? De mettre en adéquation les valeurs de l'entreprise et de les transmettre aux collaborateurs? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, cette nouvelle équation talent, en fait, c'est la traduction pour nos talents de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est important que les choses soient bien alignées. Et donc, vous parlez de culture. Donc, la stratégie, la culture, ça va avec. Et donc, on a lancé l'équation talent pour faire le reflet pour les collaborateurs de ce qu'on a lancé au niveau mondial, une France et Maghreb, sur la stratégie de l'entreprise. Donc, la confiance vis-à-vis des clients, donc qui se traduit sur les notions de confiance entre les collaborateurs et l'entreprise. Et cette équation talent, elle a pour particularité, en tout cas, on l'espère que c'est particulier, c'est que en général, dans les entreprises, on va lancer ce qu'on appelle la proposition de valeur aux salariés. Et ce qu'on a voulu faire, nous, c'est finalement créer un contrat, nos engagements et nos attentes vis-à-vis de vous. Contrat moral. Un contrat moral, bien entendu. On signe rien. Il y a des contrats de travail, mais on signe rien. C'est le contrat moral. Mais c'est clarifier finalement ce que nous, on va vous proposer et ce qu'on attend en retour. Voilà. Et ça, on a voulu le faire en adéquation avec la stratégie sur 4 piliers. Donc évidemment, l'intérêt des missions. On a mis très fort l'accent sur la technologie, mais aussi sur le développement durable. Donc l'intérêt des missions. Le deuxième sujet, c'est l'environnement de travail. Donc comment est-ce qu'on fait que l'environnement de travail soit un environnement dans lequel on a envie de s'inscrire sur le moyen terme? Il y a tous ces sujets encore plus prépondérants depuis le début de la pandémie, la santé. La santé. Absolument. Excusez-moi, et le télétravail, parce que j'ai vu que votre entreprise, ça c'est intéressant, il y a eu plus de 2000 accords télétravail qui ont été signés, le gouvernement
oblige aujourd'hui les entreprises à avoir un télétravail à minima de 3 jours. Vous dites, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà, les salariés, on n'est pas pour le 100% télétravail, mais on n'est pas non plus pour le 100% présentiel. Ça, c'est intéressant, ça. Voilà. Ce qu'on a voulu faire, voilà, ça fait partie de l'équation talent. On a voulu mettre en place ce qu'on appelle une organisation flexible. On demande de l'agilité aux salariés. On s'est dit, on va leur rendre en agilité. Donc, on ne va pas préfixer des jours ou pas dire, ça sera 3 jours plus 2 jours. Donc, ce qu'on a voulu dire, c'est 2 bornes. Pas de 100% télétravail, pas de 100% présentiel. Et après, à l'intérieur de ça, tout le monde est agile. L'entreprise, vous aussi, de manière à pouvoir répondre aux besoins de l'activité. Sauf maintenant, permettez-moi, puisque le gouvernement vous oblige à un seuil minimal. Évidemment, là on s'inscrit dans les directives du gouvernement, mais là, on a inscrit nous notre activité flexible, flexwork, dans une durée dans le long terme en fait. Il y a le volet de donner envie de rester chez vous, puis il y a aussi l'envie de venir chez vous. Il y a quand même cette idée que vous souhaitez améliorer la qualité de vie au travail, que les collaborateurs puissent être le plus performants dans un environnement agréable. C'est ça l'esprit. Dans un environnement agréable, mais aussi dans un environnement qui réponde aux attentes des fameux millennials. Alors les millennials auparavant c'était les jeunes. Oui. Aujourd'hui les millennials c'est les managers, c'est le gros des effectifs des entreprises. Oui. Et ces attentes-là, c'est évidemment des attentes d'équilibre de vie, qu'on se préoccupe de leur santé et finalement les considérer comme un humain et pas seulement comme un salarié, donc les prendre en compte dans toute leur diversité et se préoccuper aussi de les développer et de leur fournir une carrière pour ceux qui souhaiteront rester. Et je lisais une étude globale il y a quelque temps qui nous dit que plus de 80% des milléniaux aujourd'hui sont prêts à quitter immédiatement leur employeur s'ils n'offrent pas suffisamment d'opportunités de carrière. C'est vrai. Donc c'est dire si aujourd'hui le niveau de patience a diminué. Ça, vous le sentez en tant que DRH. On le ressent beaucoup. Mais c'est un élément, alors on l'a compris, PwC c'est une entreprise monde avec des stratégies mondiales, mais là vous l'adaptez évidemment à la France et au Maghreb. Local, ouais. Ça vient d'en bas, c'est une entreprise jeune, hein, les auditeurs sont jeunes, il faut être très énergique, il faut avoir la pêche. Vous sentez que ça vient d'en bas et vous avez des revendications, des demandes concrètes ? Alors on ne crée pas des revendications, on sonde. C'est ça. Voilà, on a des groupes avec lesquels on interagit, de salariés qui vont être représentatifs des différents métiers, etc. Et on échange avec eux sur les attentes. Et quand on a des projets, notamment le projet flexibilité, mais aussi le projet que vous évoquez, les sujets de carrière et d'évolution, on les pose sur la table et on leur demande leur avis sur ce qu'on pense faire. Vous en pensez quoi ? Donc on essaie de ce qu'on appelle co-développer, terme très à la mode aujourd'hui. Mais on essaie de co-créer avec eux. Co-participer aussi, ça rappelle une autre époque. Et puis il y a le volet formation qui est très important. 50 000 heures d'ici fin janvier pour former 6 000 collaborateurs alors, sur des thèmes importants, la technologie, le développement durable, l'inclusion et la diversité. Voilà. C'est colossal ce plan de formation. Voilà, et ça ne s'arrêtera pas là, et ça n'a pas commencé là, puisque la technologie, on investit dessus depuis plusieurs années. On a beaucoup investi en considérant que tous les métiers en avaient besoin, quel que soit son type de métier, quelle que soit sa fonction, interne, client, etc. Donc ce premier volet technologie, on continue et on accélère. Le deuxième volet, c'est un axe fort de la stratégie mondiale et locale de PwC vis-à-vis de ses clients, le développement durable. Aujourd'hui, on souhaite que plus aucune solution de transformation vis-à-vis de nos clients n'ait pas une composante de développement durable. Et donc, il est important de former l'ensemble des salariés. Concrètement, ça veut dire quoi, développement durable chez des auditeurs ? C'est du conseil que vous apportez à l'entreprise ? Alors, qu'est-ce que c'est que la finance durable, par exemple ? Comment est-ce qu'on travaille avec nos clients, ne serait-ce que pour que les missions soient attentives à des notions de CO2 ? Donc, on a développé des choses sur lesquelles on va créer des objectifs conjoints avec nos clients. Et les sensibiliser, vous évoquiez la finance durable, les sensibiliser sur leur choix d'investissement, ça c'est des éléments importants. C'est l'ensemble, ça peut être l'ensemble des volets de nos activités. Et la troisième dimension, et ça c'est un peu plus original parce qu'on a décidé de considérer ça comme une compétence attendue de l'ensemble des collaborateurs et en particulier des leaders dans l'entreprise et du management, c'est l'inclusivité. On considère... Sujet important chez PwC. C'est un sujet important, on considère que c'est une compétence et que c'est une compétence qui est facteur de performance. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais on sait que la diversité, c'est un facteur de performance collective pour l'entreprise. Et donc, c'est une compétence que chacun doit développer parce qu'elle va contribuer à la performance de l'employeur.
On avait fait une émission il y a quelques mois maintenant, presque un an d'ailleurs, sur PwC et des actions concrètes pour intégrer des jeunes issus de la diversité. Comment on forme des collaborateurs, des auditeurs à l'inclusion, à la diversité? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, le premier sujet, et ça c'est le sujet commun à nous tous, et certainement à nous deux qui sommes dans le studio, on a tous des biais, conscients, inconscients, et la plupart du temps inconscients, sinon on travaillerait dessus de manière active. Et donc le premier sujet qui concerne l'ensemble, c'est de prendre conscience de ces biais, et de voir qu'on peut travailler dessus pour les éliminer et devenir plus inclusif. Ça, c'est la base, déjà. Ça, c'est la base. Et c'est là-dessus qu'on veut traiter, qu'on veut apporter la compétence, justement, à l'ensemble de nos salariés. Après, il y a d'autres volets qui suivent, ou qui sont en parallèle. Comment je recrute sans biais. Comment, ça, c'est votre domaine, c'est votre cœur de métier. Voilà. Comment je fais évoluer en interne sans les biais. regards, bien sûr. Comment j'ai un regard qui devient inclusif et comment je fais en sorte de ne pas me conformer à un modèle de leadership que j'ai toujours connu. Et donc tous ces sujets-là, en fait, ça constitue des socles sur lesquels on fera avancer les compétences. Nouvelle équation talent, on l'a compris, ça ne se cantonne pas au mois de janvier. Hein. C'est un programme qui va s'étaler sur combien? Sur une année, 2 années? Alors qu'on a clarifié là auprès de l'ensemble des salariés au début de l'automne. Clarifié, c'est-à-dire validé par l'ensemble des collaborateurs. Voilà, qu'on a communiqué et sur lesquels on a commencé à lancer donc les piliers de flexibilité, ce que je vous mentionnais et que vous avez très bien synthétisé là sur l'évolution des compétences et sur lequel on va continuer à travailler. Et un sujet en particulier, moi, qui me tient à cœur, c'est l'évolution des compétences de nos leaders pour aujourd'hui déjà et pour demain. Fondamental. C'est fondamental parce que alors que les attentes ont fondamentalement évolué chez nos candidats et nos salariés pour les attirer et les retenir. Donc il faut quoi? Il est critique. Faire un virage? Alors, il y a certainement un virage à faire, mais avant le virage, je crois qu'il faut rendre les choses explicites. C'est-à-dire, finalement, on attend quoi de manière explicite de nos managers, de nos leaders? C'est clair. En termes de compétences. Déjà, il faut dire ce qu'on attend. Et d'attitude. D'attitude, effectivement, de posture. Et une fois qu'on a clarifié ça, parce que c'est important de clarifier dans les choses explicites, parce que sinon, on va supposer qu'on attend ça de nous en tant que leader. Donc, il faut rendre les choses explicites. Bien sûr. Et le deuxième sujet, c'est pas justement d'éviter d'en faire une matière ésotérique ressources humaines, d'en faire une matière qui concrètement a un impact sur la performance du leader, se voit et agit, et de l'entreprise. C'est-à-dire, je suis inclusif, donc on est plus performant. Je suis empathique et bienveillant, je me préoccupe de la santé des salariés, donc on est plus performant. Et donc, relier tout ça à des sujets de performance. Ce n'est pas un gadget, mais c'est une utilité aussi pour le développement de l'entreprise. Exactement. C'est ça qui est intéressant à entendre. Merci de nous avoir rendu visite, Valérie Vézinet, DRH de PwC France et Maghreb, avec ce plan que vous nous avez dévoilé. Alors, vous auriez pu rester évidemment beaucoup plus longtemps. Nouvelle équation talent. Merci de nous avoir rendu visite. On va faire une petite pause philo. C'est toujours intéressant pour ceux qui sont auditeurs. Tiens, peut-être, ça va vous passionner le changement d'année, mais c'est souvent des... Voilà, on dit je vais changer, je vais refaire du sport. Ça veut dire quoi changer exactement? Dans quel but d'ailleurs? On en parle avec un philosophe, c'est Smart Philo. Smart Philo, l'occasion de faire un petit pas de côté pour parler différemment de certains mots qu'on utilise dans l'entreprise. Alors le mot dont on va parler aujourd'hui, on l'utilise partout, pas que dans l'entreprise. Et c'est Laurent Paillet-Chevalier qui est avec moi aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Laurent, vous allez bien? Très bien, et vous? Moi je vais bien, je souhaite une belle année. Vous aussi? Beaucoup de philosophie. On va essayer. De la philo, de la réflexion, de belles idées. Professeur de philosophie et d'éthique, et vous êtes prof au lycée Notre-Dame du Grand Champ à Versailles. Vous avez choisi de vous pencher et de nous décortiquer ce mot « changer », parce que le début d'année, c'est le bon moment pour se poser des questions métaphysiques, physiques, sur tout ça. C'est souvent vécu comme un impératif, il faut changer. Oui. Et vous dites, ça pose quelques difficultés, ça. Déjà que ce soit un impératif. Alors, on a tous l'idée de ce réveillon, de lendemain de fête. Alors, cette année, quelles sont tes résolutions? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, peut-être déjà, c'est un signe que vous n'êtes pas assez parfait pour les gens qui vous entourent. Donc déjà, c'est peut-être un peu décevant. Mais plus sérieusement, peut-être qu'il faut se demander, mais pourquoi c'est un impératif? Pourquoi est-ce que changer apparaît comme un ordre, quelque chose qu'il faut le faire ici et maintenant? Certains politiciens avaient même dit que le changement, c'est maintenant. C'est François Hollande. Je ne sais Vous ne l'avez pas cité. Je ne le cite pas, je ne le cite pas. Mais peut-être que dans le fond, la difficulté, c'est de penser à un changement maintenant. Parce que le changement, c'est un mouvement. Or, si je pense le changement maintenant, je l'arrête. Il n'y a plus de changement.
paradoxe. Si je pense le changement, je pense souvent là où je vais, ce que je vais devoir faire, ce que je veux réaliser. Je ne pense pas le mouvement, je pense le lieu, la destination. Le but final. Le but final. Finalement, quand je pense le changement, peut-être que je pense peut-être deux autres choses. Un idéal. On entend souvent des gens qui disent « Moi, je change maintenant, c'est fini, allez, change de boulot, j'en ai marre, je claque tout, je vais à la campagne. » C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, ça, en ce moment. On l'entend pas mal. Mais je change pour un idéal. Oui, mais le réel. Est-ce que je change pour quelque chose de concret ou je change pour une idée ? On dit aussi, tiens, là, je change, j'ai un autre projet, j'ai d'autres objectifs, d'autres ambitions. Et puis en faisant, en se mettant dedans, le changement change mon projet. Alors, il semblerait que le changement ne soit pas saisissable. Alors pourquoi vouloir changer ? Donc on ne touche à rien ? Ou on reste dans... Parce que si je vous lis bien, vous dites que l'instantanéité de cette démarche, elle est inutile, c'est une chimère. En revanche, on peut changer si on accepte quoi ? De prendre le temps ? Alors là, c'est un processus un peu plus long parce que moi, ce que je propose, c'est de changer de perspective. C'est d'arrêter de penser le quantitatif. Arrêter de penser ce qu'il faut changer. Peut-être même arrêter de penser une forme d'introspection. Vous savez, quand on veut changer, on dit, écoutez, il faut que je fasse le bilan, là. Là, il faut que je me pose 2 minutes, il faut que je pose mes valises. Le bilan de compétences, d'ailleurs, qu'on utilise dans l'entreprise. Mais est-ce que vraiment cela a une utilité ? Est-ce qu'on n'est pas en train de produire une autre illusion en cherchant à l'intérieur de soi ce qui ne va pas ? Comme si nous avions un accès direct et immédiat, clair et distinct à ce qui est en nous. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Un psychologue m'a beaucoup fait réfléchir, il s'agit de Yvan Satarno. Il a écrit un ouvrage que je pense fondamental pour la psychologie qui s'appelle « La guérison par le plaisir ». Yvan Satarno, dans l'introduction, montre qu'en fait, on aborde toujours les problèmes psychologiques ou la guérison psychologique sous l'angle des efforts. Il faut faire un effort, il faut changer, change de comportement, change d'attitude. Porter sa croix. Porter sa croix. Tu n'es pas assez ceci, pas assez cela, encore plus. Et Yvan Satarno a décidé d'entamer une procédure, des processus de guérison psychologique par le plaisir. Et là, ce fameux cas d'article avec une pomme. Redonner le goût à la vie par le plaisir de déguster une pomme. Eh bien, eureka ! Au lieu de chercher à prendre des résolutions de début d'année pour changer de vie, changer de travail, tout changer, et si on faisait l'inverse ? Choisissons l'irrésolution. Je dis de ne pas prendre de résolution, de ne pas faire d'efforts, mais je choisis de prendre plaisir aux choses que je vis. La conclusion, la conséquence, ce sera que je vais apprendre à vivre ma vie différemment. Avant de changer de job, parce que l'avenir est incertain. Pourquoi est-ce que je n'apprends pas à prendre un petit peu de plaisir au quotidien ? Donc, c'est-à-dire vivre son présent, parce que c'est un peu ça que vous nous dites. Vivre dans le présent, dans le quotidien. Alors, Michel Henry, encore un autre philosophe que j'aime bien, français celui-là, a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle « L'incarnation ». Être dans sa chair, être dans son corps et apprendre à vivre simplement les choses. Alors, vous allez me dire, le danger, c'est peut-être de faire une métaphysique du crossfit ou une philosophie du fitness. Allez, je suis dans mon corps, maintenant je pompe parce qu'il faut que ça se sente. Peut-être pas. Parce que... Ça, c'est douloureux, par ailleurs. Oui, mais mon beau-frère vous dirait que c'est nécessaire. Mais peut-être qu'il faut alors penser encore les choses autrement. C'est-à-dire ne pas penser d'abord l'effort, lâcher prise, apprendre dans son corps à avoir un simple plaisir. Alain, philosophe que je cite souvent, parle du voyage en train. Je sais que beaucoup prennent le train, l'avion pour aller travailler, on est dans l'urgence, le métro, allez, on fonce. Avant de partir, on pense à l'objectif, qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, mais les rayons de soleil. Oui, mais la petite brise légère qui passe. Est-ce que tu l'as ressenti ? Est-ce que tu as pris le plaisir de ce voyage en train si singulier ? Et si le changement, c'était ça ? Donc le changement, c'est pas maintenant, pour refiler la métaphore avec cette phrase, ce punchline politique, c'est... Pour vous, ça serait quoi le changement si on était trop vif ? Ça serait quoi ? C'est une forme de fuite, finalement, changement ? On essaierait de se fuir ? Oui. Oui, le changement, c'est une forme d'aller vers, mais un aller vers nulle part. Il y a un très beau mot grec, comme ça, qui donne cette ambiguïté, c'est le mot épistrépho. Épi, en grec, ça veut dire vers, la direction, donc tourner, le verbe c'est stréphein, pour nos amis hellénistes qui nous écoutent. Donc, tourner vers... Mais épi veut aussi dire en grec tourner sur. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il faut que je change pour aller vers un but ? Ou est-ce que simplement il faut que je me tourne vers moi-même
pour voir qu'est-ce qui est important pour moi. Mais ça, il faut du temps. Et il faut prendre le temps de vivre, prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'apprécier les simples choses du quotidien. Dites donc, si tout le monde avait fait ça le soir du 1er janvier, enfin de la nuit du 31... Eh ben, on aurait apprécié le champagne au lieu de causer. Exactement. On ne serait pas enfui dans sa tête en pensant à des chimères, parce que c'est un des mots que vous utilisez, et je trouve que c'est intéressant, femme de chimères, d'objectifs, sans en fait vivre intensément le moment qui va nous conduire à l'objectif, puisque c'est ce que décrit Alain dans son voyage en train. C'est de ça dont il est question. J'aime beaucoup le point que vous énoncez, parce qu'en fait, plus je bâtis des chimères, moins je bâtis ma vie. Vous savez, je dis souvent aux élèves, le temps que vous mettez à tricher, c'est le temps que vous mettez à ne pas apprendre. Le temps que vous mettez à bâtir des chimères, c'est le temps que vous mettez à rater le véritable changement. Sartre dit ceci, il souligne que la rencontre de soi ne se fait pas dans des lieux de silence extériorisés. Il dit, ça se fait sur la route, dans les foules, dans la confrontation, en étant dedans. Et à Bismarck, vous le savez bien, celui qui monte une start-up, qui veut se changer, qui veut monter quelque chose, s'il passe sa journée sur son divan à imaginer son job, il ne le fera pas. Il faut être dedans. Il faut être immergé, en effet. C'est intéressant la métaphore que vous faites d'ailleurs sur la chaîne de télévision qui s'est fixé un objectif et qui est sur le chemin évidemment d'une transformation ou de la transformation générale d'un paysage audiovisuel, puisque c'est de ça dont il est question. Merci Laurent Paillet-Chevalier de nous avoir éclairés, et on prend le temps avec vous évidemment de réfléchir à un mot qu'on utilise tellement souvent, et l'entreprise est souvent assez excitée avec ce mot. Là, dans 6 mois, on change tout. Ouais. Et ça crée aussi quand même pas mal d'angoisse pour le ramener à l'entreprise, pour les salariés. Mais de la peur et de l'instabilité. Ah oui. De la peur, parce que le changement, c'est aller vers ce que l'on ne connaît pas. Mais pourquoi changer? Pourquoi pas ne pas se recentrer sur ce qui nous fait, les fondamentaux? Quand une famille est en crise, avant de changer, on se recentre sur les fondamentaux. On change quand il y a eu un échec. On change quand on n'a pas pu se recentrer sur les fondamentaux. Alors avant de changer tout en entreprise, avant de dire maintenant on refait tout, c'est plus bon, c'est plus comme ça. Et si on se recentrait sur les fondamentaux? Peut-être qu'il y en a deux, le projet d'entreprise et surtout les collaborateurs qui sont là, qui se sont donnés, qui se dépensent, la richesse est peut-être là. On terminera sur ces mots de sage. Le sage Laurent Paillet-Chevalier, professeur de philosophie et d'éthique, et vous êtes enseignant au lycée Notre-Dame du Grand Champ. Merci d'être venu nous rendre visite, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et on va revenir à des sujets, alors là, extrêmement pragmatiques. Le recrutement en 2022, à quoi ça va ressembler? On ne le sait pas. Y aura-t-il justement des changements, des ruptures? Est-ce que la vague Omicron va avoir des répercussions sur ces recrutements? Et puis l'attitude aussi des collaborateurs qui a évolué depuis cette crise Covid. Beaucoup ont décidé de changer de vie, justement. On en parle avec mes invités dans quelques instants. Ça sera le débat juste après cette courte pause. Le cercle RH, le débat de Smart Job, débat quotidien. On va parler aujourd'hui de recrutement avec enjeux perspectives pour l'année 2022. Alors, on a déjà eu quelques tendances en 2021. On a fait beaucoup d'émissions sur ces collaborateurs, jeunes générations qui avaient envie de partir, qui avaient beaucoup d'exigences. À quoi va ressembler ces recrutements en 2022? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, évidemment. Il y a des secteurs qui bougent, il y a des secteurs sous tension. Et puis, il y a des salariés qui sont en envie de changer de vie, de changer de lieu de vie. Et évidemment, ça bouscule les stratégies de recrutement. On en parle avec mes invités. Alban Prieto, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà venue sur notre plateau, directrice chez Robert Half France, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la comptabilité, de l'assistanat, des finances juridiques, des ressources humaines et de l'IT. Je suis complet? Superbe. Et vous avez sous votre bras le guide des salaires 2022, avec une étude assez intéressante sur, vous avez sondé les cœurs pour voir évidemment comment les collaborateurs regardaient leur entreprise, ce qu'ils attendaient aussi de leur entreprise. On va en parler avec vous dans quelques instants. À ma gauche, Léo Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH chez Clayrop. Clayrop, c'est quoi? C'est une plateforme modulaire. Ça fonctionne comment en quelques mots? On crée c'est un éditeur de logiciels qui crée un data hub. Un data hub, c'est un système qui gère les données de bout en bout, donc de la collecte jusqu'à l'usage. Et la différence qu'on a par rapport à Amazon, à un Google, c'est que c'est souverain.
Donc aujourd'hui, les data, tout le monde en parle, tout le monde veut les protéger. Et en Europe, aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui est à la fois hyper efficace comme Amazon et qui, à côté de ça, est souveraine. Donc c'est ce qu'on crée depuis maintenant 1 an. Quand vous dites souverain, ça veut dire que les datas sont protégées ? Elles sont protégées, elles sont en France ou en Europe, alors que quand on est aux États-Unis, du coup, il n'y a pas cette protection qu'on peut avoir. Et donc nos premiers clients sont des entreprises, enfin sont des ministères français, parce que forcément, la France a bien envie de garder ces données et pas qu'elles soient utilisées par d'autres personnes. Donc je dirais votre secteur d'activité, c'est la fonction publique, c'est les ministères ? Alors c'est nos clients actuels, mais pas du tout. Nous vraiment on fait du data, de la tech, donc on édite des logiciels, donc le gros de nos effectifs c'est des techs qui adorent ça. Utilisés par les ministères ou par de la fonction publique ? Tout à fait, en partie. Et qui leur permet d'avoir une data qui ne s'envole pas. Exactement. Je vais faire une petite moue, Jean-Marc Buanic, ravi de vous accueillir sur le plateau, en écoutant Léo Bernard, fondateur et directeur général de Persuaders RH, qui est un cabinet de recrutement pour cadres et dirigeants. Je me tourne vers vous parce que cadres, dirigeants, c'est la même chose que pour, je dirais, les collaborateurs dont on dit qu'il y a pénurie. Les problèmes sont les mêmes. Vous avez des tensions, vous avez des difficultés. C'est la même chose chez les cadres et les dirigeants ? C'est exactement la même chose en fait. Si ce n'est qu'on est sur une population en fait, de dirigeants avec des valeurs, des attentes en fait, et des approches en fait, différentes. Aujourd'hui, les patrons en fait, ont besoin de mobilité, ils ont besoin en fait, de vision, ils ont besoin de clarté, ils ont besoin en fait, d'avoir un impact. Et dans un monde qui est assez particulier, qui est le monde qu'on connaît tous aujourd'hui, le monde VUCA, qu'on connaît tous, ok. On a besoin d'avoir du sens, on a besoin en fait, d'avoir de la visibilité, et les patrons ont besoin de ça aujourd'hui, vraiment. Du sens, on va revenir sur la notion de sens. Chez Robert Half, il y a je leur dis ce guide des salaires, parce qu'il est souvent attendu, ce guide des salaires, il sert de référentiel. On va consulter le guide des salaires pour dire, écoutez, moi j'ai vu chez Robert Half que le poste était proposé à temps et vous me proposez tant. Donc c'est souvent un outil de levier, ce guide des salaires. C'est quoi les tendances ? Alors, on ne fait pas une émission de mode, on n'est pas en train de... Mais on a quand même le sentiment que va se dessiner dans cette année 2022 à peu près les mêmes sujets que ceux que vous avez traversés en 2021. Pénurie de main-d'œuvre, perte de sens des collaborateurs dans les très grosses entreprises et une forme de société un peu liquide où tout le monde bouge très vite, c'est compliqué. Donc ça complique évidemment le travail des recruteurs. Alors oui, ça complique le travail des recruteurs et des entreprises qu'on accompagne. C'est vrai que dans les tendances, vous avez dit quelque chose qui est important et que les entreprises ont en tête aujourd'hui, puisque c'est un de leurs enjeux majeurs, de répondre à la pénurie de ces talents. Et quand on les recrute à l'externe, et sur le fait de les garder lorsqu'on les a déjà en interne. Donc c'est les deux sujets en un, en fait. Oui, c'est l'attractivité et la rétention, effectivement, des talents qui est prioritaire. Et si je peux me permettre également de donner du sens là-dessus, je pense que les entreprises aujourd'hui ont tout intérêt à clairement avoir un coup d'avance sur le recrutement, c'est-à-dire rencontrer régulièrement des candidats sans forcément avoir un besoin, vous voyez, en notion d'immédiateté ou de réactivité pure, mais faire vraiment du lien. Créer son réseau et avoir du lien, exactement. Je vous pose la question à vous trois, parce que cette question-là, on se la pose depuis nous sur ce plateau depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des collaborateurs ? Parce qu'on a des dirigeants sur ce plateau qui nous disent, moi, j'arrive pas à recruter. Il y a des entreprises de recrutement qui nous disent, moi mon enjeu, c'est que la personne vienne le premier jour. Enfin, il se passe tout et n'importe qu'est-ce qui quoi se passe aujourd'hui dans leur en fait. tête ? Il y a une perte de repères. Il y a une vraie perte de repères. Donc en fait, les candidats ont besoin d'avoir... ils veulent à la fois être à la campagne et à la fois travailler. Ils veulent à la fois sortir, vivre avec leurs amis, dîner avec des copains et à la fois en fait aller faire du surf. Ils veulent à la fois être urbains et partir en fait au vert. Ils veulent tout à la fois aujourd'hui. Donc on les appelle les ceintures et bretelles. Ouais. Donc, Ou génération gâtée. Ah mais c'est incroyable. Avec tout de suite, maintenant, et je vais être chef. Et en même temps, vous sauriez... Je veux des responsabilités, mais pas le week-end. Et je veux pas être appelé, en fait, s'il y a un sujet. Je veux pas avoir trop d'ennuis non plus. Non. Mais enfin, attendez, vous nous décrivez quand même, là, vous êtes d'accord ? Enfin, c'est un portrait robot qui, pour un dirigeant, un décideur, un recruteur, franchement, ça ressemble au casse-tête chinois quand même. C'est pour ça qu'on existe. Oui, je pense que c'est un boulot complexe, là. Il y a une notion quand même, effectivement, alors de liberté, de flexibilité qui est attendue de la part des candidats, ça c'est clair. Je crois qu'un candidat sur 3 aujourd'hui refuserait une offre s'il n'y a pas de télétravail en face. Donc les entreprises sont effectivement en conscience de ce point-là, et puis de donner du sens. Donc c'est vrai que la diversité, l'inclusion, aujourd'hui, c'est un gros sujet qui est aussi attendu par les candidats, qui attendent effectivement qu'on donne du sens, qu'on explique ce qu'on fait quand on est une entreprise. Donc voilà, on s'adresse aujourd'hui à des sociétés, à des entreprises à qui on dit, si vous ne donnez pas du sens, si vous ne savez pas pitcher
votre entreprise, c'est-à-dire Ils viendront expliquer, pas. Ils ne viendront pas. Je vous ai vu sourire parce que je n'ai pas raconté votre parcours. Évidemment, il y a ClayRop, ce logiciel qui est utilisé ensuite par des ministères ou des DRH de ministères, mais vous venez des startups. Vous vous considérez quoi comme un millennial, justement, vous aussi exigeant sur le sens à donner à votre fonction. Enfin, c'est un débat qui est posé quand même là. Ouais, Ce choc des générations. Mais ce qui est rigolo, c'est que ma thèse de Master 2, c'était là-dessus. Moi, je ne crois pas aux générations. En fait, je pense que la génération, c'est juste qu'on est en avance sur les autres. Pour autant, je pense que tout le monde aujourd'hui veut du télétravail, tout le monde aujourd'hui veut du sens, tout le monde veut de la diversité. Et donc, en fait, on n'est pas différent d'autres générations. C'est juste que plus la personne est jeune, plus la personne va être capable de prendre le train en route. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut la même chose. La différence, c'est qu'on le veut avant. Et donc, je pense que ce qu'on veut aujourd'hui, dans 2-3 ans, le reste des personnes le voudront. Donc, ça sera grâce à moi, cette il n'y a pas de génération, il n'y a pas de différence de génération. C'est grâce à vous, Léo, que tous les salariés, enfin votre génération, que tous les salariés finalement bénéficieront de choses qu'ils n'auraient jamais osé demander d'ailleurs. Mais en tout cas, ils réaliseront peut-être grâce aux gens les plus jeunes qui sortent là aujourd'hui d'école et qui en effet veulent être chefs alors qu'ils savent même pas ce que c'est leur propre travail. Ils vont se dire ah oui mais tiens, s'ils demandent ça pourquoi ? Et au bout de 2-3 ans ils réaliseront. En fait ils avaient raison et donc on va faire ça pour tout le monde. Le télétravail il y a encore 2-3 ans ça paraissait inconcevable dans plein de boîtes. Aujourd'hui c'est presque acquis. La norme. Mais ce qu'on appelle quelque chose autour de la valeur travail qui a changé aussi en fait. À notre époque, à mon époque qui suis j'ai 50 ans, la valeur travail était essentielle. Aujourd'hui c'est pas la vôtre. C'est pas essentiellement la vôtre. Je ne veux pas dire que vous le faites pas mais Réponse ? Ça dépend. Ça dépend des personnes. Disons que, tout à l'heure, il y avait ce côté un peu, les bretelles, je sais pas l'expression que tu as ceinture et bretelles. Ceinture et bretelles qui est intéressante. Aujourd'hui, il y a une sorte de balance que les gens cherchent, où justement, ils veulent un travail qui a du sens, mais avoir les week-ends libres. Pour autant, il y a aussi des gens qui veulent l'inverse. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se disent, en fait, mon travail, c'est ma vie, et ça me dérange pas de travailler le week-end, ça me dérange pas de travailler le soir. De la souplesse. Je veux qu'on respecte mon rythme. Et donc, la souplesse, c'est la base. Ouais, respect du rythme. Pareil pour le côté du sens. En fait, je pense que le sens, c'est presque aller trop loin que de demander du sens. Je pense que les gens, ils veulent juste de l'authenticité. Alban Pri, explique-nous pourquoi est-ce que tu fais quelque chose en tant qu'entreprise. Et donc, on n'a pas besoin de sauver le monde avec l'entreprise. On a juste besoin que l'entreprise dise je suis honnête, parce que chaque entreprise, au final, fait du business. Enfin, même si il y a un sens. C'est sa finalité, ouais. L'argent. Il y a quelque chose autour de l'alignement aussi. Exactement. Être aligné. Ça, c'est un item très fort en fait. Que le candidat le soit et que l'entreprise le soit aussi. Alban Prieto, dans votre petit, alors c'est pas l'ensemble du guide, mais il y a un digest qui d'ailleurs introduit assez bien le comportement. On rentre un peu dans le cerveau des dirigeants. Vous parlez d'une forte reprise d'activité et 54% des dirigeants s'inquiètent d'une possible hausse de burn-out sur la fin de l'année 2021 et au-delà. Donc nous sommes rentrés dans la phase 2022. Et ce qui ressort quand même dans les items, c'est le manque d'équilibre vie pro, vie perso, la pression accrue en termes de résultats, une charge de travail importante et des difficultés de communication. Et tous ces éléments-là mis bout à bout font que, est-ce que ce n'est pas un élément qui freine le dynamisme des collaborateurs qui se disent bon, voilà, je sais comment ça fonctionne, on va me mettre sous pression, j'ai pas envie d'y aller. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans cette difficulté du recrutement ? Alors, je pense qu'il faut un peu édulcorer le sujet en tous les cas. C'est votre étude, hein ? Oui, absolument, vous avez raison. Un dirigeant sur deux, la bonne nouvelle, c'est qu'ils en ont pris conscience. C'est vrai. Déjà, c'était quelque chose qui était mis de côté. Aujourd'hui, effectivement, c'est un constat, c'est pris en charge et c'est intégré par les entreprises. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le côté aussi positif ou optimiste des choses, c'est que malgré tout, il y a des candidats, des salariés qui ont fait des vraies reconversions professionnelles. Mais ça s'est accentué depuis le Covid, Alban ? Vous le voyez, ça ? Oui, bien sûr, de plus en plus. Et la très bonne nouvelle et l'impact que ça a aussi sur le recrutement, c'est que ça bouge les lignes. Parfois, on a cette notion, je ne sais pas si tout le monde autour de la table est d'accord, mais de clonage dans l'univers du recrutement, qu'on essaye d'éduquer et de faire changer au quotidien sur ces sujets-là. Ça nous aide très clairement aujourd'hui d'avoir des gens qui sont en capacité de porter haut les couleurs de la reconversion. Ce clonage, en fait, il vient aussi de la part des candidats. En fait, on est spécialisé dans les profils en fait qui sont plutôt matures, qui ont 40 ans et plus, qui ont une certaine expérience. Souvent, mais plutôt très souvent, les candidats se présentent avec leur histoire, en fait, en disant, voilà, j'ai commencé à 25 ans, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais au bout de 40 minutes, en fait, d'échange, on voit le candidat, en fait, capitalise sur des expériences, en fait, qui sont sectorielles, qui sont assez uniformes, alors que nous, notre engagement, c'est de dire, non, mais dites-nous ce que vous voulez faire demain, et pas, ne parlez pas de votre passé, mais plutôt de votre avenir. Enfin, en même temps, le donc passé nous, on les coach là-dessus. Je m'autorise à
on est bien obligé de démarrer. Oui, mais par vous le son faites en passé. pitch. Oui, sauf En qu'on peut pitch. très bien le faire en pitch Ouais. très très rapide et qui va être une synthèse en disant voilà ce que moi, en tant que candidat, à s'étale 50 ans, ce que j'apporte. Voilà. Oui, Ouais, mais ma là, valeur là, ajoutée, 2 c'est ça. minutes, Ouais. Oui, mais puis pas en là- 40 minutes. Là où je vous Et c'est rejoins, ça, en vrai. fait, qu'il faut éduquer. En fait. Donc, on a un vrai job, nous, cabinet, d'éduquer les candidats pour que les employeurs finaux arrivent avec une ouverture différente. Dans les tendances recrutement, il y a des métiers pénuriques. Alors, les secteurs que j'ai cités tout à l'heure, il y a certains secteurs qui sont pénuriques. On fait comment? Comment vous faites? Bah, en fait, L'assistanat, tous les c'est pas si secteurs, simple. Mais tous les secteurs aujourd'hui sont pénuriques, Arnaud. C'est pas, Comment vous faites? C'est pas un univers par rapport à un autre finalement. Alors oui, on pourrait se dire l'IT, etc. Oui, et encore en fait. Aujourd'hui, on cherche le bon candidat qui va matcher avec la bonne culture d'entreprise. À partir de là, le cadre est posé sur la pénurie. Et c'est ce qui rend tout l'intérêt de nos métiers de recruteurs aujourd'hui. C'est de faire ce vrai matching en fait. Il n'y a pas de bonne recette, en fait. C'est que si on s'attache aujourd'hui à recruter des compétences, on n'y arrivera pas. Il faut chercher, en fait, des personnalités. C'est-à-dire qu'il faut être, vous savez, sur un ranking qui est 100% de compétences et 100% de personnalité. Ouais. Il faut changer, en fait, le paradigme et prendre 50% de compétences avec 100% de personnalité et quelqu'un qui a envie, qui est curieux, Mais et qui va être capable d'apprendre. il y a beaucoup de passion sur le plateau, la façon dont vous transmettez l'information, mais dans la réalité des faits, brut et froid, la Banque de France indique à minima 300 000 postes à pourvoir, certains évoquent 500 000 postes à pourvoir. Enfin, il y a quand même une difficulté là à faire se rencontrer cette fameuse passion et une entreprise. Ça ne marche pas. Parce que ça- Le recrutement bloque en ce moment. Mais parce qu'il faut qu'on éduque les futurs étudiants, en fait, différemment. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formations qui correspondent en fait aux attentes du marché? C'est une démarche Là, il y qui a est pas... c'est un sujet, ça. Ah, mais c'est un vrai sujet. Et les entreprises également, encore une fois, Toutes les effectivement, de entreprises, bien savoir parler d'eux en amont. J'allais venir. Une offre d'emploi aujourd'hui, telle que vous la vivez il y a 2 ans, et aujourd'hui, si vous êtes resté sur le même carcan, entre guillemets, de simplement énoncer, si vous voulez, les Fini. tâches qui sont à réaliser, fini. Il faut savoir donner, effectivement, vie, en fait, à l'entreprise. Pour que... Vie et envie. Et envie, vie, envie. Je vous donne les items que vous citez dans votre étude guide des salaires. Décidément, je l'aurais beaucoup cité aujourd'hui. Comment retenir les... Oui, donc je ne suis pas sponsorisé par le guide des salaires, je vous le dis. Je ne dis rien. Comment retenir les salariés? Alors c'est très intéressant. Possibilité de travail à domicile, à distance. Donc là, c'est un classique, c'est le télétravail hybridé. Puis ensuite, il y a des choses intéressantes. Congé sans solde, 67%. Plan d'épargne retraite, qui est un élément intéressant, 67%. Le parking, on n'y pense pas, mais c'est un élément essentiel. Le péage, oui, bien sûr. La flexibilité des horaires, le congé maternité allongé, le congé rémunéré supplémentaire et le congé paternité, lui, allongé à 50%. Je peux en rajouter un seul, c'est vacances illimitées. C'est ce qu'on a en fait aujourd'hui sur un dossier, vacances illimitées. On a des entreprises On a déjà entendu, Nous avons un client aujourd'hui, vacances illimitées. Donc c'est beaucoup plus facile pour vendre le poste, mais on ne cherche pas des touristes en fait, on cherche des candidats qui vont être... On a fait une il y a des émission conditions, mais- sur ces vacances illimitées parce qu'on avait une entreprise qui nous racontait son expérience et qui nous a dit de mémoire qu'aucun des salariés Non, ne on tirait a sur la des corde. aides. Aucun des salariés. Parce qu'il y a un cadre en fait, vous le faites si vous êtes dans vos objectifs. Et même moins. Bien Ça sûr. marche, et c'est pourquoi pas hein. Mais ces éléments-là que j'ai cités, Léo Bernard, c'est des éléments, je dirais, qui correspondent à ce qu'attendent les collaborateurs et les salariés. On a fait cet été, j'ai envoyé un questionnaire. Bon, pour l'instant, on est 25 personnes, donc on reste une petite structure. Et ce qui revient, c'était 3 choses que les gens voulaient. Donc on revient sur le côté flexibilité, autonomie. Donc je veux travailler d'où je veux, quand je veux. Je veux être capable d'évoluer de mon poste. Donc le côté flexible, je veux être maîtresse de mon parcours. Deuxième chose qui revenait, ça paraît tout bête, mais c'est la mutuelle. Je veux la mutuelle qui est très bien pour moi, ma famille, et idéalement payée par l'entreprise. Oui, on n'a pas la mutuelle dans la liste, mais elle est très importante. Exactement. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on prend en charge 100% du coût de la mutuelle, 100% du coût pour la personne, son conjoint, sa conjointe et les enfants. Donc du coup, en fait, les salariés n'ont pas besoin de se poser la question est-ce que mes soins vont être remboursés? Tout est remboursé, tout est payé. Ils n'ont même pas besoin de se poser la question. Et ça paraît tout bête, mais en ce sens-là, déjà, les gens disent ah mais c'est génial. Et confort, ça, c'est déjà, j'ai pas à m'occuper de ça. Exactement. C'est le confort qui revient. Et la troisième, qui revient souvent, mais qui n'était pas là, mais c'est propre aussi, je pense, au milieu de start-up, c'est ce qu'on appelle les BSPCE. Du coup, c'est la participation globale aux effectifs. Et donc aujourd'hui, on est très généreux dans ce qu'on donne aux collaborateurs. Sur les actions, en fait. Exactement. C'est des options d'achat d'actions plus tard dans le futur. Et donc là, on leur dit en fait, votre réussite collective sera en fait votre argent plus tard. Et en fait, ce qu'entend le collaborateur et la collaboratrice, c'est du coup, plus je travaille avec mes collègues et en collectif et en bonne entente,
plus on y arrivera, plus j'aurai de l'argent plus tard. Et quand par rapport à un salaire qui tombe chaque mois, les BSPCE, il y a des gens qui aujourd'hui, prenez par exemple Spendesk, les premiers salariés de Spendesk, aujourd'hui il y en a qui sont millionnaires avec les BSPCE, parce qu'ils sont partis au bout de 4 ans, leur action elle a fait du x30, x40, x50. Bon, c'est un cas. Et ils mais partent ok. millionnaires. Ouais, c'est un peu le loto, quoi. Il y en a d'autres. Un exemple. Et je C'est vais le loto. autre. Tout le monde ne gagne pas. Exactement. Tout le monde Mais ne si on gagne part pas. du principe que c'est la bonne entreprise, qu'on va tous se mettre ensemble, en fait les gens ont envie S'engagent. de souder, quoi. Et ça, Jean-Marc Bonic, ça répond juste Alban et Jean-Marc. à un sujet également, parce qu'on parle beaucoup de la tendance quand même inversée. Hein. Aujourd'hui, c'est quasiment les candidats qui testent les entreprises, étant donné J'allais y venir. Ils ont la main. Ils ont la main et clairement, les entreprises ne peuvent pas toujours suivre non plus avec leurs demandes de salaire, qui sont parfois un petit peu décorrélées. Décalé de votre guide. De, Bah, de alors, tout, en on fait les l'occurrence, de repères. tout, pas Ouais. que du guide, Ouais. mais en l'occurrence, oui, Ouais. de tout et des repères. Et du D'accord. coup, le fait d'accompagner les entreprises sur ces packages, ces avantages qui sont annexes et qui sont pas finalement que du salaire sonnant et trébuchant, c'est ce qui fait que demain, un candidat va aller dans telle entreprise, potentiellement. J'insiste, quand on parle de métiers ou assistana, des métiers presque de première ligne, c'est compliqué là. Là, on parle de métiers de dirigeants, on parle de métiers à forte valeur ajoutée où on peut avoir une négociation. Mais il y a des métiers de première ou de deuxième ligne où globalement on voit qu'il y a des pénuries que les employeurs ne trouvent pas. Comment on fait là? On peut les chercher en fait ailleurs. On peut les chercher en fait au lieu de prendre l'Île-de-France, on va chercher en fait On élargit. l'Île-de-France et on va chercher à Limoges, dans des bassins d'emploi en fait qui sont différents et on crée en fait de l'employabilité, on crée en fait un volume différent. Ça peut être Et une on les bonne fait venir, approche. on les fait venir en Ile-de-France. Non, on peut les laisser en fait là-bas. Pourquoi pas réfléchir face à une difficulté de recrutement? Il y a deux hypothèses. Soit on se prend le mur, on continue à dire j'ai les mêmes ingrédients, je fais la même recette, mais ça marche pas. Ou alors je change en fait les modalités et je casse le modèle. J'en fais une opportunité d'un frein. Et c'est ça la J'en fais une vision d'un force. patron, c'est d'en frein, j'en fais une opportunité. Et comment je peux réorganiser mon entreprise? Dans les process, dans les méthodes, dans les postes. On peut avoir des demandes en fait, de clients qui nous disent voilà ce que je veux en termes de fiches de poste. Et on leur dit vous pourriez vous organiser différemment et donc créer peut-être pas ce poste-là. Oui. Et si vous... Ils changent d'axe, vous les faites changer d'axe un On peu. recrute par exemple des ingénieurs commerciaux, en fait, on peut recruter au sein du cabinet, on recrute des ingénieurs commerciaux qui sont des chasseurs. Aujourd'hui, trouver des chasseurs, des gens qui ont faim, qui prennent leur téléphone ou qui vont taper à la porte ou qui vont faire du business même à haut niveau, qui gagnent 100, 120 000 euros, eh bien on a du mal à les trouver. Naturellement, en fait, les profils veulent faire de l'élevage ou du développement. C'est moins dur, c'est plus facile, c'est plus agréable, c'est plus chaud. C'est moins la guerre. Comment on fait maintenant? Donc on a une multiplicité de décideurs qui disent on a besoin de nous patrons en fait, de chasseurs. Eh bien, on recrute des community managers. Dès qu'on va avoir des profils qui vont faire de l'élevage de clients, mais on va avoir d'autres profils qui vont créer de la visibilité, de l'impact, de la marque. Et comme ça, en fait, on y arrive. Mais vous voyez, donc c'est plutôt... Donc il faut changer le modèle. En fait, il faut qu'on Il y a se remette en cause. Eh ouais, il y a un changement de modèle. Il y a Un patron doit être changement de agile. modèle Et je pense, et je Alban. vous rejoins effectivement sur cette agilité. Et je pense que les entreprises doivent être en réactivité d'autant plus, en fait. Mais votre boulot, c'est quand même de leur dire. Vous leur dites, par exemple, là, dans les 6 items ou les 8 items que vous avez cités, vous n'en avez pas un seul. C'est-à-dire, par exemple, vous n'avez pas de parking, vous n'avez pas de plan retraite, vous n'avez pas de congé sans solde, vous n'avez pas d'hybridation. Pour moi, ça va au-delà de ça, en fait. Ah ouais, Ça va au-delà de ça. C'est pas simplement attendre d'avoir un besoin en recrutement et d'être, vous voyez, à finalement attendre le bon candidat. Et mettre des petites... Mais c'est de rencontrer en amont, et c'est ce qu'on fait au quotidien chez Robert Half notamment, à présenter des bons profils lorsqu'on sait qu'on a le bon pour cette mais pas le jour pour le lendemain, comme on dit. Et pas le jour pour le lendemain. Parce que là, vous ne trouvez pas, vous êtes dans la précipitation. Alors, disons que ça crée un autre sentiment d'urgence et que ça, finalement, ça vous écarte d'excellentes candidatures. Donc le coup d'avance, il est important. Inquiétude ou pas, pour terminer, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, mais je voulais quand même vous entendre. On commence l'année 2022, on fera évidemment chaque jour une émission, on parlera recrutement presque chaque jour. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'année qui vient? Parce qu'il y a le virus Omicron, dont on nous dit que la vague va être terrible, mais en même temps, le ministre de l'économie, vous avez vu, indique que la croissance sera même supérieure à ce qui avait été prévu. Enfin, bref, on est un peu déboussolé. Vous êtes des experts du recrutement, est-ce que vous êtes dans l'inquiétude? Il y a un tel manque, en fait, il y a un tel manque de candidats aujourd'hui. L'économie, en fait, est saine. Il y a une telle pénurie, en fait, de gens qui veulent travailler et qui sont dans le marché du travail que, oui, il n'y a pas de sujet, en fait, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude. Pas d'inquiétude. Ah non. Optimisme. Non, les patrons ont des vrais doutes sur les collaborateurs en disant est-ce qu'ils vont rester? Parce qu'un collaborateur aujourd'hui va rester 1 an et demi, 2 ans et c'est bien. Donc comment on fait pour les garder?
Est-ce que le niveau de management est suffisant? Parce qu'on a fait évoluer, jusqu'à il y a très peu de temps, des managers qui sont des experts, mais qui ne sont pas des vrais managers. On l'a vu en fait en temps de Covid. Dans la psychologie, dans la Là, façon il y a d'animer un les vrai équipes. sujet. Ouais. Dans une majorité d'entreprises, vous étiez manager parce que vous étiez légitime, parce que vous étiez le meilleur. Techniquement légitime. Mais pas du tout Mais pas manager. humainement coordinateur. Donc on fait du coaching de manager, on leur apprend à recruter, on leur apprend à onboarder, on leur apprend à être là, à être présent, À écouter. mais à faire le job de manager. Ils n'étaient pas équipés pour ça. Alban, on soulève un point avant de nous quitter, parce que c'est vous qui l'ouvrez, Jean-Marc. Il y a le débat de vous dites, nous, le marché est ouvert, parce que globalement, il y a une pénurie, et donc la machine va rouler, mais il y a quand même l'inquiétude de vos clients qui se disent, bon, j'ai recruté la fameuse perle rare, j'ai mis un certain temps à l'avoir, mais je vais la perdre dans 2 ans. C'est ça la deuxième inquiétude de l'année 2022. C'est-à-dire que le collaborateur va dire, au bout de 6 mois, 1 an, puis je m'en vais. C'est terrible pour une entreprise, ça. Et c'est le sujet, à proprement parler, oui, de la rétention et de comment bien retenir. Et pour bien retenir, il faut savoir sur quels indicateurs de motivation on a recruté le candidat, si vous voulez. Il faut que les bases soient saines dès le départ. Il faut que les bases soient saines, il faut que ce soit identifié, en fait. Il faut aller chercher la motivation de l'individu quand on le rencontre, en fait. Qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Est-ce que vous avez envie? Quelle est la bonne journée et comment vous allez passer une bonne journée? Et qu'est-ce qui vous motive dans certaines propositions concrètes, puisqu'on évoquait des choses extrêmement concrètes? J'ai une mutuelle, on me permet d'avoir des tickets restaurants pour déjeuner où j'ai envie le midi. Enfin, tout ça est quand même contributif à l'envie de rester dans une entreprise. Non, enfin, J'ai une vision complètement opposée sur la rétention. Je pars du principe qu'on devrait faire en fait l'inverse et accepter le fait que les gens vont partir. Je pense que peut-être que Alan est déjà venu ici, l'entreprise Alan aujourd'hui, et une ils ont mutuelle. fait, il y a 4-5 ans, je crois, un article qui, pour moi, est un des meilleurs articles qui existent, qui s'appelle un plaidoyer pour la libre circulation des talents. Et en fait, on part du principe que les gens, dans tous les cas, vont partir. C'est acté qu'aujourd'hui, quoi que l'on fasse, quoi que l'on fasse, c'est ils vrai. partiront. On a beau les payer le plus cher possible, s'ils ont plus de sens, par exemple ailleurs, s'ils ont des choses, une nouvelle mutuelle, s'ils veulent partir vivre à Arcachon, on ne pourra pas les retenir si on n'a pas de télétravail. Et donc, en fait, si on accepte ça, on crée un système d'entreprise qui fait qu'on est prêt pour que les gens partent. Et donc, on met plus d'écrits, on met plus de passations et on anticipe. On a toujours la marge d'avance, on rencontre des gens. Pour pas avoir l'angoisse qui part. J'ai un vide. Si on accepte ça, en fait, on se dit c'est pas grave. Et si, alors je rêve un peu, mais si on a un monde demain où toutes les boîtes acceptent ça, on aurait peut-être plus le préavis de 3 mois et du coup ces périodes un peu bizarres. Les clauses de non-concurrence. Et pourquoi à ce moment-là, en fait, on ne casserait pas le mode du travail, on arrêterait de recruter, en fait, et on aurait juste des gens qui apportent une prestation en disant on arrête le salariat et on casse le modèle. Je m'autorise à vous dire que vous effondrez le modèle français puisque c'est vous qui avez effondré le modèle français là à l'instant avec le débat sur l'employabilité, c'est-à-dire que le salarié n'a plus son identité de salarié et j'irais sa peinture, mais il devient simplement un outil transposable. C'est ça aussi l'angoisse. Et il part, il vient, il part, il revient. Il apporte en fait quelque chose de concret. Enfin, pour vous, ça change le modèle quand même. Ça change le modèle. Ça change pas mal les choses. Peut-être en retraite, moi, quand ça sera fait. C'est ça, non, mais vous êtes d'accord. Et à la fois, c'est important de prendre en considération toutes ces évolutions, puisque effectivement, on est aussi, nous, agiles et heureusement, au même titre que les entreprises. Donc on s'adapte, mais je rejoins Léo sur le fait, encore une fois, qu'être en amont de tout ça, ça permet d'éviter un maximum de problématiques. Et on cherche l'application là-dessus. C'est mon message. C'est votre message. Ouais. Quand vous dites en amont, qu'on soit bien d'accord, c'est une forme de préventif recrutement en amont. Il n'y a pas forcément de négociation, mais c'est une rencontre. Les meilleurs, si vous voulez, pour être vraiment sur les leviers de motivation de la personne qui ne va pas simplement être en vente, en acte de vente, par rapport à un job donné. Tout simplement. Et pour moi, le network, peu importe comment le réseau, le réseau, c'est au quotidien, c'est tout le temps, c'est non-stop. Merci. Oui, c'est apporté, c'est alimenté en fait. C'est alimenté. On a un job qui s'arrête jamais. Exactement. Un coup d'avance. C'est ça. Un coup d'avance. C'est parce qu'on connaît bien nos clients, en fait, c'est plus facile. Et qui, en 2022, risque de ne pas s'arrêter, si j'ai bien compris le regard que vous portez, parce que la pénurie de main-d'œuvre, elle est là, et les besoins sont là, et la croissance, pour le coup, va porter aussi notre économie, avec cette vague Omicron, dont on espère qu'elle partira rapidement. Merci à vous trois. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à Alban Prieto, directrice Robert Half France, recrutement dans l'assistanat, la finance, le juridique, les ressources humaines et l'IT. Merci à Jean-Marc Buanic d'être venu, fondateur et DG de Persuaders RH, qui nous a effondré le modèle social en une phrase. Et merci à Léo Bernard, vous êtes le DRH de chez Clay Rop, qui est une start-up, on l'aura compris, de 25 collaborateurs. C'est la tech, la pure tech, la start-up, et qui propose ce logiciel, notamment au ministère, avec de la data
protégé. Avec 100 recrutements en 2022, donc on va pas chômer. Mais vous nous dites ça là, à la fin de l'émission. Et Sans recrutement chez Clérop. Exactement. Donc vous êtes en pleine période de recrutement. On va commencer très bientôt, ouais. D'accord. On est prêt là. Donc vous êtes Pole venu comme position. ça un petit peu prendre Et quelques... j'en ajoute 60. Et Donc, 60 à chez Robert table, Half. 160 pour Et 2022. Persuadeurs RH Alors on est on est tout petit, 5. 5, Mais 5, 60. oui mais alors 5, très haut niveau. mais je compare pas, mais 100. 5 vraiment... Pour Clérop, 60 chez Robert Half, allez donc sur les onglets, et puis 5 chez Persuadeurs RH, mais de très haut niveau. On termine merci d'être venu. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, et on reste dans le recrutement, le recrutement notarial. Alors, j'allais dire, c'est une niche. Comment attirer ces talents et les talents sur ce marché très particulier? On en parle avec Steven Dailleux. Bonjour Steven. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Directeur associé de Vendredi 13. Alors, c'est un cabinet de recrutement spécialiste, notamment, mais spécialisé dans le notariat. Exactement. D'abord, un petit mot, parce que vous en êtes le spécialiste. On se souvient qu'il y a eu cette fameuse loi à l'été 2015, Exactement, il me semble, la loi Macron. Tout à fait. Il avait décidé de mettre un petit coup de pied dans toutes ces fourmilières un peu étatiques, Tout à fait. en dérégulant les cabinets de notaires. En un mot, on pouvait et on peut d'ailleurs s'installer un peu comme on le souhaite. Tout ça est un peu plus compliqué. Ça a changé le métier, ça a changé, je dirais, le panorama des cabinets des études de notaire en France. Oui, complètement, ça les a changés, ça les a désacralisés et ça a peut-être remis en tout cas l'expérience client au centre et au milieu de la table. Et donc automatiquement, ça a repositionné les notaires sur leur manière de travailler, aussi bien vis-à-vis du client, mais également vis-à-vis de leurs collaborateurs. Et donc oui, ça a automatiquement changé les choses. Vous nous dites qu'en un mot, cette loi, alors, elle a été d'abord critiquée, sûr. elle a été mise en place, elle existe. Elle a challengé les études de notaire, qui étaient des études un peu vieillottes, très peu tournées vers effectivement la marque employeur, vers l'esprit d'entreprise, il faut le dire. Exactement, et pour le coup, ça a bousculé, il ne faut pas se leurrer, hein. On a fait x2 en l'espace de 6 ans des études, et on a vu aussi une fuite des experts, des notaires, qui étaient dans les études historiques pour aller vers finalement le challenge de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, avec ses qualités, ses défauts, et tout le challenge que ça a, mais ça a eu du bon, clairement. Alors aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité, on a des notaires qui se sont largement développés, on a des notaires historiques qui se sont aussi reconstruits, mais en tout cas globalement... Fusionner des études, beaucoup. Complètement, Qui exactement. sont devenus des mastodontes pour certaines. Oui. Votre métier, votre cœur de métier, c'est recruter des talents ou des collaborateurs. Pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui? Parce que vous me dites qu'ils se sont réformés depuis 2015, mais ça ne suffit pas pour attirer les talents? Non, ça ne suffit pas parce que, en fait, pour bon nombre de notaires, ce ne sont absolument pas des techniciens, des spécialistes RH. Un notaire, quand vrai. finalement il a fait sa journée de chef d'entreprise, il a rédigé, il a reçu ses clients, il a managé, il a fait sa comptabilité. C'est très difficile à un moment d'avoir une vision RH, que vous soyez sur une office qui fasse 5, 10 collaborateurs ou du multi-office qui en fasse 100. Donc, c'est en ça qu'il y a un véritable enjeu du recrutement. Sur plusieurs choses. Quand on prend un peu de hauteur dans le notariat, 2008, crise des subprimes, on se retrouve avec un notariat qui verrouille les vannes, tant en termes de recrutement que de formation. Loi Macron 2015, elle les ouvre complètement. Elle les ouvre. Ouais. Et en attendant, en fait, il y a eu un gros problème de formation où on se retrouve avec des masters ou des DSN, qui est le diplôme supérieur du notariat, où on a des effectifs qui ont été réduits. Donc, en fait, on se retrouve avec un marché qui est complètement perturbé, et c'est là, effectivement, où il y a un enjeu du recrutement, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Steven, il y a un numerus clausus sur ces formations ou pas? Est-ce qu'il y a une liberté totale de pouvoir former, à l'instar de la médecine ou de professions avec numerus clausus? Il y a une liberté totale, mais en l'occurrence, il faut pouvoir attirer. Et c'est là, effectivement, le véritable enjeu. Comment on fait? Alors déjà, je pense qu'il faut revenir au sens même des cursus universitaires. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie dans le métier à avoir. Sur la partie technique, qu'est le notariat, c'est-à-dire créer des vocations, ça c'est une évidence, désacraliser le métier, mais aussi le rendre peut-être plus concret pour un certain nombre d'étudiants. Quand vous dites recrutement et pénurie, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des cabinets qui recherchent et qui ne trouvent pas. Vous les accompagnez d'ailleurs, Tout à fait. notamment sur le RH, mais aussi sur le droit social, Ouais. la politique de fidélisation. Tout à fait.
quel conseil vous leur donnez? Parce que ça part déjà d'un diagnostic avec l'étude. Vous leur dites, on vient de l'évoquer il y a quelques instants dans le débat, c'est-à-dire il faut aussi donner envie de venir chez vous. C'est exactement ça, et bien souvent on se pose les questions à l'envers, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment le faire. Oui. Donc en fait, nous, la manière dont on travaille les choses avec Vendredi 13, c'est de se dire qu'on va déjà se poser ensemble, faire une photo à l'instant T de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Et ça permet d'identifier des savoir-faire, des savoir-être, des compétences, des points de vigilance et des points de séduction. Et partant de ce principe, on peut se permettre de construire un vrai projet avec un candidat. Et c'est aujourd'hui, je pense, primordial pour réussir un recrutement. Vous l'avez dit, il y a des formations spécialisées dans le notariat. Les profils des personnes recrutées et les postes, c'est quoi aujourd'hui? Il y a les clercs de notaire. Oui, tout à fait. Ceux-là, ils sont essentiels à la vie d'une étude. Exactement. Il y a les assistantes, les collaboratrices, ceux qui vont accueillir le public. C'est aussi un public essentiel. Exactement. En fait, on accompagne sur tous les métiers d'une étude, en passant, comme vous l'avez dit, du métier de clerc de notaire, avec des différentes spécialisations, droit immobilier, droit de la famille, et j'en passe, mais également des notaires assistants. Donc, ce sont des notaires qui sont diplômés, des notaires salariés et des futurs associés. Parce qu'effectivement, il y a un moment, quand vous voulez vous développer, vous ne le faites pas forcément tout seul, vous recherchez quelqu'un qui a la compétence, qui a la spécialisation. Donc en fait, c'est tous ces corps de métier ensemble qui font qu'une étude fonctionne bien. Quel conseil vous leur donnez? Parce qu'il y a des notaires évidemment disséminés partout en France, on voit bien évidemment leurs études. Bien sûr. Et ce panneau en bronze, mais il y a une fédération des notaires. Est-ce qu'ils doivent imaginer, je ne sais pas, une campagne de publicité promotionnelle? On a le sentiment qu'ils sont toujours un peu repliés sur eux-mêmes. Alors les choses changent énormément. Aujourd'hui, effectivement, vous avez le Conseil supérieur du notariat, qui est donc la grande instance qui régit le notariat en France, mais vous avez également des chambres départementales et régionales qui, effectivement, sont bien souvent des moteurs auprès de toutes les études du territoire et qui permettent, en tout cas, d'être acteurs sur différents sujets, qu'ils soient RH, qu'ils soient managérial ou qu'ils soient sur d'autres sujets. Et c'est vraiment des supports très intéressants pour les études. Avant de nous quitter, le marché là, du notariat sur lequel vous êtes spécialisé, on l'entend chez Vendredi 13, ça représente combien de collaborateurs aujourd'hui en tension? Il y a combien de collaborateurs à recruter là aujourd'hui? Il manque globalement 5000 collaborateurs en France, donc il y a un véritable enjeu. 5000 collaborateurs clercs de notaire et collaborateurs d'études. Exactement. Donc il y a un véritable enjeu sur la partie production, mais également sur des aspects qui sont stratégiques. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut bien le faire. On ne peut pas aujourd'hui faire un recrutement à la va-vite et le bâcler. On est obligé de le préparer, mais également on est obligé de le suivre. C'est-à-dire que le suivi d'intégration est ultra important. Et quand on combine ça, généralement, on fait des bons recrutements. Ouais, le suivi d'intégration, pour le dire avec des mots peut-être plus prosaïques, c'est faire en sorte que la personne ne parte pas au bout de 3 jours parce que l'environnement ne lui plaît pas, parce que les locaux sont vieillots, ce qui n'est pas le cas de toutes les études, évidemment. Complètement. L'IT, le numérique, inquiète beaucoup les notaires aussi. Il y a aussi un travail sur le numérique? Il est énorme et bien souvent, effectivement, il y a eu, en tout cas, beaucoup de retard. Mais travailler une marque employeur, travailler une visibilité, c'est ultra important. Mais c'est ce qui permet aussi aux collaborateurs, finalement, d'être attirés vis-à-vis d'une étude et de rayonner de manière positive. Merci Steven. Merci à vous. Merci d'être venu nous rendre visite. Je crois que vous êtes basé à Nantes, me semble-t-il. Exactement. Cabinet merci beaucoup, directeur associé Vendredi 13, cabinet de recrutement spécialisé dans le notariat. Et ce chiffre, quand même, il faut le garder en tête, 5000 collaborateurs à recruter dans tous les cabinets français et les notaires peinent. Mais vous êtes là pour les accompagner, on l'a bien compris. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de notre émission. Je vous retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Merci à toute l'équipe technique, merci à Alice Pitavi à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci évidemment à Fanny Griesmer qui m'accompagne dans Smart Job. Je serai là, même lieu, même heure. Merci pour votre fidélité, évidemment, et à demain.